Alors dans cette vidéo, on va voir comment créer une nouvelle image et on va en profiter pour faire un petit tour de l'interface de GIMP 3. Donc pour créer une nouvelle image, c'est hyper simple, on va aller dans Fichier et on va faire Nouvelle image tout bêtement. On a cette fenêtre qui apparaît. Comme pour beaucoup de logiciels, vous avez des modèles qui sont préinstallés. Donc vous voyez ici les tailles standards de papier, des tailles d'affichage écran, 16 neuvième, 16 dixième avec différents ratios, y compris aussi quelques téléphones. Alors c'est pas très exhaustif. Par exemple, vous ne trouverez pas de taille photo, par exemple un 10-15 tout bêtement. Donc si on veut faire un 10-15, vous, par défaut, je pense que l'interface va vous afficher le pixel comme unité de mesure. Ici, moi, je vais mettre centimètres. Vous voyez qu'il y en a plein, des unités de mesure. On va mettre centimètres. Vous voyez ici, d'ailleurs, ça n'a pas été traduit. On est en centimeters, mais on va mettre centimètres. Et on va faire 10 par 15. Là aussi, très bizarrement, le millième de centimètre est pas rond. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un 10 et un 15, j'ai un 9,999 et un 15,003. Je sais pas si c'est un bug de la release candidate que j'utilise. Mais bon, dans tous les cas, ça n'aura pas une incidence énorme. De toute façon, évidemment, un millième de centimètre, ça fait quand même un 10-15. Vous pouvez changer l'orientation avec le bouton qui est en dessous. Et dans les options avancées, on va trouver la résolution. Donc si vous passez par un imprimeur, il va très certainement vous demander du 300 dpi parce que c'est une convention. Même si, à partir d'un fichier numérique, évidemment, le but, c'est d'avoir suffisamment de matière. Donc en gros, 10-15 en 300 dpi, ça fait une image de 1180 par 1772. La plupart des appareils photo numériques aujourd'hui sont capables d'alimenter ça. Quand vous sortez un fichier brut des appareils, aujourd'hui, en général, ils sortent en 240 dpi, mais ils ont une taille qui est de toute façon tellement grande en pixels que voilà, ça suffit amplement. Mais autant faire la taille que vous demande l'imprimeur. Donc si c'est un service en ligne, en général, il vous demande pas forcément du 300 dpi. Aujourd'hui, on tend un petit peu à masquer à l'utilisateur les contraintes techniques, ce qui fait que vous pouvez avoir un service et envoyer du 240 dpi et ça marchera, tant que vous leur envoyez une image qui a suffisamment de, de pixels pour pouvoir alimenter en fait la taille en centimètres ensuite, ce qui revient au même, ça va faire forcément un rapport à la résolution, quoi. Donc moi je vais laisser 300, on va pas s'embêter. On n'a pas de CMJN dans GIMP, en tout cas pas facilement, toujours pas, en 2025. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais en gros, vous n'avez pas non plus forcément besoin, si vous souhaitez faire un tirage, par exemple ici en 10-15, d'avoir du CMJN parce que c'est le fournisseur, l'imprimeur qui va le faire à votre place. Alors évidemment, ça veut dire que vous avez intérêt à lui faire confiance. La précision pour travailler les images, il vaut mieux le faire en 16 bits. Et d'ailleurs aussi, RVB, bien entendu, vous propose de mieux retoucher, parce que vous aurez plus de couleurs que si vous faites du CMJN. Donc la question c'est, est-ce que cette image elle va faire autre chose que être imprimée? Si elle va aussi être affichée sur internet, il faut évidemment travailler en RVB. Et ensuite, il faut pré-visualiser son travail en CMJN pour voir à quoi elle va ressembler une fois convertie en CMJN. Parce qu'évidemment, les couleurs imprimables sont beaucoup moins importantes, sont très inférieures en quantité à ce qu'un écran peut reproduire, bien entendu. Donc pour la retouche, RVB 16 bits c'est très bien. Par contre, le sRGB de GIMP est pas suffisant si on a vraiment des teintes très étendues au niveau des bleus, des verts et des rouges, c'est-à-dire des bleus, des verts et des rouges très saturés. Donc là, ici, moi, j'aurais tendance à aller chercher un profil Adobe RGB. On verra dans une vidéo séparée comment installer ça. Le soft proofing, c'est pareil, c'est pour prévisualiser son image. C'est pas celle qui va être incrustée avec le fichier. C'est pas le profil qui va être incrusté avec le fichier, c'est celui dans lequel on va regarder l'image. Et on va créer notre 10-15 ici. Alors, on va avoir plein d'images, on va avoir plein d'options sur les images qu'on va pas expliquer en détail dans cette formation parce que c'est pas une formation complète à GIMP 3. C'est en gros essayer de faire des trucs qu'on fait avec Photoshop, de les faire avec GIMP. Si vous êtes très dépendant du tirage photo, de la calibration et tout, je vais pas pouvoir répondre à toutes ces questions parce que on rentrerait très vite dans des choses qui sont très compliquées, qui vont ne concerner qu'une petite partie de l'audience. Comme là par exemple, voilà, j'ai choisi 10-15 qui est un format photo qui n'est pas présent dans le modèle. Tout de suite on parle de faire une retouche photo pour l'imprimer et hop, on rentre tout de suite dans des considérations très compliquées dans GIMP. Donc par exemple, j'étais quand même obligé de vous dire que le CMJN n'était pas encore facilement faisable. En tout cas, on a maintenant notre image qui s'affiche dans le canevas, c'est-à-dire en gros dans l'interface par défaut. Donc sur la partie supérieure, vous allez trouver un menu, comme toutes les applications. Évidemment sur Mac, ce sera dans la barre en haut, puisque sur le Mac, c'est la barre du Finder qui affiche le menu de l'application quand l'application est affichée au premier plan.
Évidemment, sur Windows, les menus sont incrustés dans l'application. Si je vais par exemple dans OBS, ici, vous voyez qu'il a son propre menu qui est présent. Donc ça, c'est une différence fondamentale entre Mac et PC. Sur Linux, on a le même système que sur Windows. Après, tout dépend du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez. Sur Linux, il y en a plein en plus, donc je ne peux pas tous vous les montrer. On a un chapitre sur Ubuntu Linux, pour ceux qui veulent tenter l'aventure, en annexe de cette formation. Donc sur la gauche, vous allez trouver en haut des icônes pour les différents outils. Et ensuite, en bas, on va avoir un panneau qui s'appelle options de l'outil et qui affiche les options de l'outil. Donc c'est contextuel à l'outil. Donc par exemple, quand j'ai l'outil déplacement, j'ai des options qui sont différentes de quand j'ai le remplissage, le pot de peinture. Ensuite, j'ai 3 onglets qui, eux, sont toujours les mêmes, qui concernent l'état des périphériques, donc c'est utile ça si on utilise une tablette, l'historique d'annulation, et ensuite l'historique des images qui sont, enfin c'est pas l'historique, mais c'est des images qui sont ouvertes en ce moment, donc il n'y en a qu'une, elle s'appelle sans titre 2. Sur la droite, on va trouver 2 panneaux dont on peut régler la hauteur, et ces panneaux affichent différents onglets, donc différents panneaux. Donc par exemple, en haut, on va avoir les brosses, les motifs, les polices et l'historique des documents. Donc ça, c'est l'historique des documents qui ont été ouverts. Et ensuite, les calques, les chemins et les canaux. Donc on peut évidemment rajouter des trucs. Par exemple, si on va dans fenêtre ancrable, on va trouver des trucs qui n'existent pas pour le moment, comme par exemple l'éditeur de sélection, qui vient de se rajouter ici là-haut. On peut le sortir si jamais on veut avoir ce panneau de manière flottante. Et on peut ensuite l'ancrer ailleurs, pour le mettre par exemple plutôt en bas. Si on clique sur la petite icône configurer cet onglet, on va pouvoir le fermer, le détacher, on va pouvoir choisir comment il s'affiche, c'est-à-dire avec les options, est-ce qu'on a une icône ou est-ce qu'on a le texte, par exemple icône et texte, vous voyez que ça affiche du coup le nom, comme par exemple sélection, alors que par défaut c'était pas le cas. Par défaut on avait uniquement l'icône. Et on peut ajouter un onglet sans aller dans fenêtre ancrable. Directement ici, on peut dire, tiens, dans ce panneau en bas, j'ai envie d'avoir, par exemple, l'histogramme. Voilà. Et donc, j'ai l'histogramme en bas. Et si je ne le veux plus, ben, je vais ici, je mets fermer l'onglet. Et si je veux le détacher, je vais dans détacher l'onglet. Donc, on a quand même pas mal d'options, vous le voyez, pour personnaliser l'interface de GIMP. On peut évidemment agrandir, par exemple, avoir quelque chose qui va être plus fin. Si vous avez ici la même option que les panneaux qui sont sur la droite, là-bas je peux faire détacher l'onglet pour avoir par exemple les options qui flottent. S'il y a des trucs que je veux plus, je peux tous les fermer accessoirement. Donc c'est quand même assez pratique de pouvoir modeler son interface comme on veut. Donc là quand même on a plutôt intérêt à avoir l'option de l'outil sur ce panneau. Alors du coup vous voyez que quand il est flottant, je peux le perdre de vue. Donc ça c'est pas très gênant, on va pouvoir le retrouver. Il est parti là-bas derrière. Malheureusement il n'est pas tout le temps en mode, comme on dit, always on top, c'est-à-dire en gros il peut être caché par l'interface. Vous voyez que dès que je clique sur l'interface il disparaît, donc ça c'est le genre de truc qui n'est pas forcément hyper intuitif quand on vient d'un autre logiciel. Donc on va vite le remettre en cliquant hop ici et on va le re-ancrer s'il veut bien, voilà. Et on va le remettre à sa place. Donc c'est pareil sur la droite, évidemment, on peut changer jusqu'à ce qu'il y ait une largeur minimum. Vous voyez que par exemple ici, j'ai pas le droit d'avoir plus petit que ça. Et on peut avoir un panneau supplémentaire. Par exemple, si je vais rechercher par exemple peinture en symétrie, on va le sortir. Et si j'ai envie de l'avoir sur une barre séparée, vous voyez ici, là, la barre bleue m'indique que je vais pouvoir l'ancrer sur un panneau encore sur la gauche, faire une colonne supplémentaire. Donc ça c'est quand même assez pratique, et maintenant qu'on a cette colonne, on peut là aussi à nouveau rajouter des trucs. Par exemple, on va faire une navigation ici. Et j'ai maintenant 2 colonnes avec un panneau navigation et ainsi de suite. Donc normalement on doit pouvoir l'ancrer sur le bas. Vous voyez ici je vais mettre la symétrie en bas, la barre bleue qui s'affiche m'indique que hop, il va s'ancrer en bas s'il veut bien. C'est pas toujours facile de faire du premier coup, et accessoirement je me demande si des fois il n'y a pas des trucs qui n'ont pas le droit de s'ancrer. Mais normalement, on doit pouvoir les mettre les uns sur les autres, voilà. Comme on a fait, comme c'est le cas par défaut. Donc là, maintenant, j'ai bien, là aussi, la deuxième colonne avec un panneau en haut, un panneau en bas, comme j'ai la première colonne par défaut avec un panneau en haut et un panneau en bas. Donc on va les enlever, parce que ça prend de la place pour rien, je trouve. Et je trouve que par défaut, c'est plutôt pas mal. Et voilà pour le petit tour de l'interface. Juste, on va finir, évidemment, en bas, une petite barre aussi,
avec la possibilité de changer l'unité de mesure qui va s'appliquer sur la règle, sur les côtés. Par exemple ici, je peux mettre la règle en millimètres. Vous voyez que la règle a changé à millimètres, on n'a plus 10 mais 100, puisque c'est du 10-15. On va évidemment pouvoir changer le zoom, et on a le nom en fait du calque sur lequel on travaille, et on a le poids de l'image. Donc voilà pour l'interface. Dans la prochaine vidéo, on va parler du système de calque, qui est au cœur de GIMP évidemment, comme de Photoshop et de ses concurrents, donc c'est vraiment primordial de comprendre comment fonctionnent les calques pour faire des retouches dans GIMP.